à tous et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Christelle. Bonjour Alexandre. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christelle Galvez. Vous êtes directrice des parcours de soins du centre Léon Bérard à Lyon. Eh oui, depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Alors je vous dis, déjà on est hyper impressionnés, on est vraiment ravis de vous recevoir aujourd'hui. On vous accueille pour ce Café des Lyonnes dans les magnifiques locaux du Dôme à l'Intercontinental à Lyon. On est très chanceuses ce matin. Christelle, oui, donc ça fait 10 ans que vous vous occupez cette mission. Moi j'avais envie d'échanger avec vous ce matin et de vous entendre sur votre parcours parce que vous avez fait vraiment beaucoup de choses et pour le coup il y a un vrai sens de l'engagement, on va y revenir. Mais justement Christelle, est-ce que vous pensez que vous êtes une femme engagée? Et ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée? Alors, jusqu'ici, j'y pensais pas vraiment. Je me suis jamais nommée femme engagée. D'accord. Mais effectivement, depuis, je pense, 3-4 ans, j'ai, au-delà de mon métier, vraiment pris conscience de mon rôle et ma légitimité de pouvoir m'exprimer et faire passer des messages et parler aussi au nom de ceux qui soignent, de ceux qui se lèvent chaque matin, chaque nuit pour accompagner les patients. Et le système dans lequel on est ne satisfait pas tout le monde. Et donc je pense que cet engagement est venu de mon concernement, de sentir que les soignants avaient besoin qu'on s'engage pour eux. Donc, il y a besoin de porter une parole. Ouais. Mais alors concrètement, il se traduit comment cet engagement dans votre quotidien, dans votre job, dans votre vie personnelle? Il est de partout. Il est de partout. D'abord, il est en moi. Ouais. Il commence à l'intérieur de moi, dans mon fort intérieur, dans mes réflexions, dans le fait que chaque fois qu'il y a besoin de se positionner ou d'apprendre ou d'être à l'écoute, je me sens concernée par le bien commun qu'est la santé des Français en France et surtout la santé des soignants. Donc, tous les jours au travail, quand je me lève et que je vais travailler au centre Léon Bérard, c'est comment faire que ma journée soit efficace aux côtés d'eux, comment faire pour qu'ils puissent aussi sentir mon engagement à leur côté, au-delà d'un métier qui pourrait être administratif ou reconnu comme un métier dans les bureaux. Eh bien, je veux être à la rencontre, je veux pouvoir aussi être accessible et à l'écoute des besoins du quotidien, comme des besoins de prévoir, d'écouter aussi les patients, d'écouter les projets qui sont à venir, les médecins avec les nouvelles thérapeutiques. Donc, au quotidien, à l'hôpital, mon engagement est de répondre et d'écouter et de prévoir avec l'ensemble des équipes ce qu'on doit faire 24 heures sur 24. C'est comme un hôpital qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc, c'est vrai que dès le matin, je vais regarder, c'est très basique, mais dès le matin, je vais regarder mes mails pour savoir si la nuit s'est bien passée. Et puis, ça va continuer comme ça tout le reste de la journée. Et je vais être connectée aussi au reste des équipes avec qui je suis en relation, aussi bien les autres hôpitaux, mes autres collègues dans les autres centres de lutte contre le cancer, mais aussi les équipes de chirurgie ambulatoire, mais aussi les autres soignants ou les autres collectifs qui se lèvent comme moi pour un concernement pour les soignants. Oui, vous êtes vraiment à la croisée, puisque effectivement, vous l'avez expliqué, vous êtes dans une fonction plus administrative, vous n'êtes pas dans une fonction médicale, mais vous êtes à la croisée. Alors, dans un secteur particulier, effectivement, qui fonctionne 24 heures sur 24, c'est quand même très spécifique. Oui, tout à fait. C'est quand même un enjeu aussi. Vous êtes alors, j'ai un sentiment de la responsabilité qui est assez important, mais j'essaye aussi de partager mes questionnements, toutes les fois où je me demande si on fait bien, si ce que l'on met en œuvre correspond aux attentes des patients. Donc, effectivement, 24 heures sur 24, on a des équipes, on est 2500 salariés au centre Léon Bérard. C'est gigantesque. C'est quand même important. Ouais. Et le jour, la nuit, dans les soins, on est peut-être en tout 1200 parce qu'il y a des chercheurs, il y a des enseignants. Enfin, c'est très pointu dans l'innovation, dans la recherche aussi des traitements contre le cancer. Mais le fait d'être au cœur même des soins, est-ce qu'on accueille bien? Est-ce qu'on est aussi apte à rencontrer l'autre individuellement dans ce qu'il est? Ce qui est important, c'est aussi de ne pas avoir cette impression de juste traiter tout le monde comme tout le monde. Donc, c'est comment aussi moi, dans mon approche, dans mon métier, j'accueille l'autre dans son individualité et pour que l'autre puisse aussi accueillir
le patient, l'autre, dans son individualité. Et donc, je crois que si on vient au Centre Léon Bérard, qui qu'on soit, un patient, un soignant ou un visiteur, faut qu'on sente cette écoute individuelle et cette recherche de rien que vous guider à travers un hôpital, c'est toujours un peu... Ah oui, c'est clair, c'est toujours un challenge. Voilà. Mais alors, de votre point de vue, avec votre regard à vous de professionnel, quelle est la place des femmes dans ce secteur? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est plus ou moins difficile? Comment vous percevez cette place des femmes? Ouais, c'est intéressant. J'aurais envie de dire, les soignants paramédicaux, 85% sont des femmes. Donc, c'est pratiquement notre métier d'infirmière vient aussi, il a 100 ans. Donc, c'est un métier très féminin. D'accord. Et on a l'habitude de fonctionner et on a peut-être 10% d'hommes qui nous rejoignent et qui sont avec nous. Et c'est un plaisir aussi de les intégrer dans nos équipes, mais ce n'est pas la majorité. D'accord. Donc, on a l'habitude de fonctionner en équipe soignante. On a peut-être 900 soignants paramédicaux. Sur les 900 soignants, c'est 80% de femmes. Okay. Donc, cette équipe de paramédicale est très souvent représentée par des équipes de femmes. Les équipes de femmes, on voit bien qu'elles ont une temporalité dans leur vie de femmes qui fait que quand elles arrivent, elles sortent de l'école, il faut aussi être capable de s'adapter à leurs différents moments de vie. Ouais. Et au travail, ce qui est intéressant, c'est aussi les suivre dans leur évolution de vie, de femmes qui sortent de l'école, tout feu, tout flamme, qui veulent tout apprendre, qui veulent travailler, pouvoir voyager, et puis leur moment de vie où elles vont peut-être rencontrer l'amour de leur vie, se marier, et peut-être aussi avoir des enfants. Et donc, à ce moment-là, c'est un autre moment de vie professionnelle. Et c'est aussi notre travail, vu qu'on est avec une population de soignants de 80% de femmes, d'être aussi en tant que manager, qui est aussi 80% de managers, parce qu'on vient tous des équipes soignantes, très attentifs à ces temporalités, être capable de moduler leur travail, moduler aussi et la chance que l'on a, c'est d'avoir les possibilités de travailler soit de jour, de nuit, de travailler que les semaines ou que les week-ends, enfin pas que les week-ends, non, que les semaines. On varie en fonction des moments. Donc effectivement, c'est souvent des femmes dans le milieu paramédical qui prennent soin, en fait, qui organisent et qui managent les équipes. Dans 80% sont des femmes. Par contre, dès qu'on vient dans l'équipe médicale ou l'équipe de direction, eh bien là, c'est un peu plus différent. On commence à voir arriver quand même beaucoup de femmes dans l'équipe médicale, mais jusqu'ici, ce n'était pas le cas. D'accord. Et donc, souvent, il y avait ce rapport des médecins et des soignants, ce qui vraiment commence à vraiment changer, parce que aussi dans les équipes médicales, l'organisation des soins font que c'est accessible maintenant avec un planning qui est adapté pour que des femmes médecins puissent travailler. Dans les équipes de direction, au Centre Léon Bérard, on a la chance d'être même nombre de femmes que d'hommes et d'avoir vraiment une sensation que nous, on a une place autant que les hommes pour décider. Donc, moi, aujourd'hui, je pense que c'est pas tout gagné parce que j'ai été aussi... je suis engagée en tant que femme de santé et reconnue depuis 2021. Et c'est vrai que je me suis posé la question de est-ce que c'est important de s'engager en tant que femme ou en tant que soignante? Est-ce que c'est important d'être femme? Eh bien, en fait, pour finir, je pense que oui. Donc, c'est pas si simple que ça de se sentir capable de prendre la parole à des sphères un peu plus hautes. Des fois, quand c'est des processus de décision, quand c'est des stratégies au niveau aussi bien... administrative d'un hôpital, mais aussi encore plus loin au niveau régional ou au niveau national. Donc j'apprends et je pense que les femmes apprennent en ce moment à se sentir déjà capables, légitimes, et de fait, petit à petit, on pose notre pierre à l'édifice. Et là, vous l'avez rappelé tout à l'heure très justement, elles manquent de quoi les femmes pour réussir? Parce que vous le disiez, vous avez senti finalement à travers votre engagement le besoin de porter la voix. Moi, ça m'a beaucoup marqué pendant la crise du Covid. Si vous vous rappelez, les plateaux télé pendant quasiment un an, c'était des hommes médecins qui venaient nous parler du Covid. Et au bout de 8 mois, 10 mois, on a commencé à avoir des médecins femmes, des spécialistes femmes. C'était presque, pendant un an, on se demandait s'il y avait des femmes qui étaient médecins dans ce pays. Et en fait, il y en a plein, mais elles viennent moins facilement, par exemple, sur les plateaux télé. Elles manquent de quoi, les femmes, pour réussir? Peut-être de visibilité.
déjà, parce que c'est aussi facile de faire appel aux personnes qui sont visibles. Et quand je pense aux médias, je pense que peut-être ils cherchent aussi des femmes à contacter, mais peut-être que on pense qu'on a mieux à faire qu'aller parler aux médias parce qu'on doit faire. Parce que très souvent, on a ce sentiment de, au-delà de la légitimité, est-ce qu'on n'a pas mieux à faire? Et comme en plus à l'hôpital, pendant la période Covid, il y avait beaucoup à faire, sincèrement, je pense que pas une seule seconde, je me suis dit qu'il fallait parler aux médias. Là, le temps comptait. Et j'ai vu beaucoup de femmes médecins, effectivement, à mes côtés, mais aussi des hommes médecins, vraiment agir. Et on a été très concentrés plutôt sur ce que l'on devait interpréter de chaque nouveauté. Alors, j'avoue, je regardais pas beaucoup la télé à cette période-là, donc j'ai pas capté cette différence-là. Mais quand on n'est pas visible, très souvent, quand même, la population médicale est quand même plus masculine. Souvent, on fait appel aux médecins, mais il n'y a pas que des médecins dans la médecine. Il y a aussi d'autres professionnels. Il y a aussi, justement, toutes ces directions, mais aussi tous ces soignants. Je rappelle, on est 700 000 infirmières en France et 250 000 médecins. Donc, 700 000 infirmières, 300 000 aides-soignantes. Et tous ces métiers-là sont pratiquement dans 80% des cas féminins. Donc, on pourrait aussi faire appel et donner la parole à toutes ces femmes qui font la santé en France. Alors Christelle, on va parler de votre parcours, mais moi j'ai envie de savoir, quand vous étiez petite fille, vous rêviez de faire quoi plus grande? Infirmière? Non, pas vraiment. C'est une bonne question. En fait, quand j'étais petite fille, aller à l'école, c'était difficile pour moi. Je me sentais pas vraiment à ma place. Je souffre de dyslexie et de ce fait, aller à l'école, ça me donnait vraiment mal au ventre. Je soupirais après le jour où je n'aurais plus besoin d'aller à l'école. Et donc, comme je donnais en face de l'Institut Pasteur, mes fenêtres de l'école étaient pile poil au-dessus des centres de labo et je voyais plein de personnes chercher des médicaments. Et donc, dans mon esprit et mon imagination, je m'étais imaginé qu'un jour, quand je serais grande, je chercherais le médicament qui empêche de faire mal au ventre aux enfants qui vont à l'école. Waouh, ok, très belle histoire. Bon, je suis partie très très loin de ça, mais surtout parce que je me suis rendu compte que si j'avais mal au ventre, c'est sûrement parce que j'arrivais pas à exprimer tout ce qui était en moi. Donc, quand j'ai commencé à grandir, effectivement, soigner les autres, soigner leurs maux, soigner leurs douleurs, faisait partie intégrante de ce que je voulais faire. D'accord. Donc, j'ai commencé par m'immerger dans les hôpitaux par plein de moyens dès que je pouvais, puisque c'était vraiment là où je voulais être, dès la 3e, mon stage en maternité, et puis en faisant fonction d'aide-soignante, en faisant fonction de femme de ménage, aussi bien dans les maternités que dans les EHPAD, que dans les crèches. De là où il y avait du soin, je voulais y être depuis toute petite. Vous mettiez en immersion dès que vous pouviez. Dès que je pouvais, même en vacances scolaires, j'appelais tous ceux que je connaissais pour pouvoir être à l'hôpital. Je pense que l'hôpital était un endroit où je me sens chez moi. Ah oui, c'est une passion, vraiment. Ouais, c'est vraiment l'endroit où, même en vacances encore aujourd'hui, je visite les hôpitaux du coin, quoi. Je crois qu'elle est très rare, cette réponse, Christelle. On va pas se mentir. Donc voilà, j'ai imaginé faire partie de ce monde-là. D'accord. C'est vraiment un univers, je pense que c'est peut-être aussi une deuxième famille pour moi. L'hôpital, il y a vraiment une sensation de faire partie d'eux. Donc, le sentiment d'appartenance, c'était important. Je pense que j'en avais besoin aussi, personnellement. Et avoir grandi avec eux, avoir grandi avec des personnes exceptionnelles, et puis c'est des gens très engagés. On sent leur énergie vitale qui est très forte, qui est très engagée, je me rappelle comment on m'a appris à rentrer dans une chambre, pas juste pour y faire un soin, mais pour y rencontrer quelqu'un et être très attentif à la posture, à comment respecter chaque moment. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'engagement dans la rencontre quand on est soignant. Et donc, j'ai appris dès toute petite à être respectueuse et à être engagée dans chaque rencontre que je faisais. Donc, soigner, c'était aussi rencontrer l'autre véritablement à un moment de fragilité. Oui, bien sûr. Et ça me rendait le moment unique, assez authentique. Donc, voilà. Et alors, concrètement, vous avez fait quoi comme étude? C'était pas si simple que ça parce que pour moi l'école et moi ça faisait au moins 18 donc j'ai eu la chance d'avoir un professeur en terminale qui a capté et si un jour je pouvais la revoir, je la remercierais 1000 fois, qui a capté ma capacité,
peut-être à faire quelque chose de spécial, ou en tout cas qui a eu confiance en moi. Et sa confiance m'a donné confiance et elle m'a accompagnée dès mon bac, alors que j'étais déjà en immersion à l'hôpital, je faisais fonction de tout ce que je pouvais. Elle m'a proposé de revenir faire une préparation dans ses classes et tous les jours, même chez elle le week-end, elle me préparait pour les concours d'école infirmière alors que je n'y arrivais pas. D'accord. En plus de Ah oui, elle a pris soin de moi. Elle s'appelle comment? Madame Gosset. Ok. Madame Gousset, Martine Gousset, je me rappelle très bien d'elle. C'était ma prof de première et de terminale. Et vraiment, elle a pris soin de moi. Et c'est grâce à elle que j'ai réussi à avoir mon concours. Elle a changé votre vie. Oui, elle a permis ce virage-là. D'accord. Ah oui, donc c'est une femme qui a pris soin de vous à ce moment-là. Ouais. Ah, il y a eu beaucoup de femmes dans ma vie. C'est vrai, qu'on comptait. Qu'on comptait. Il y a une autre femme, Madame Jacopi, Françoise Jacopi, qui était la directrice de la première clinique où j'étais, Marie-Pierre Longa, Martine Rousset. En fait, il y a eu énormément de femmes. Dans ce monde de l'hôpital aussi, il y a beaucoup de sensibilité et de sororité, je crois, dans la sensation de passer le relais. Et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir, et j'espère que c'est ce que je fais, parce que à des moments de vie, parfois de fragilité, il faut trouver une personne qui vient vous soutenir. Et dans l'hôpital, forcément, très souvent, c'est des femmes qui ont cette sensation. Mais j'ai aussi des hommes qui ont cru en moi et qui, à des moments, m'ont dit, mais si tu peux faire des études, et la reprise d'études, encore une fois. Et à chaque étape, donc j'ai eu mon diplôme d'infirmière. Je suis arrivée dans une clinique à Paris et dans cette clinique-là, j'ai grandi. J'ai pu être infirmière d'abord dans un service de chirurgie, de médecine, puis au pool. Puis après, je suis partie en salle de réveil, au bloc opératoire, un autre univers. Et quel plaisir de rentrer dans le bloc opératoire. Vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Un bloc opératoire, c'est vraiment un endroit où qu'il faut découvrir. Et dans ce bloc opératoire, j'ai aussi découvert des personnes extraordinaires, mais aussi un univers qui m'intriguait et je me suis posé la question de comment est-ce qu'on peut faire mieux encore. Et donc, à chaque fois, ces questions reviennent et la fragilité, nos organisations, notre façon parfois d'être dans le système D m'a bousculée. Et donc, j'ai fait une erreur une fois, j'ai injecté un mauvais médicament. Et ça m'a vraiment, vraiment touchée parce que non seulement j'ai senti que je mettais en danger un patient, heureusement, tout s'est bien passé, mais ça n'empêche que ce que j'ai vécu là, ça m'a fait toucher du doigt notre fragilité, la fragilité de nous en tant que soignants, alors qu'on est là pour soigner, on peut aussi, par des journées difficiles, par des situations difficiles, par un enchevêtrement de situations, mettre en danger des patients alors qu'on est là pour les soigner. Donc, tout ce questionnement m'a amené à me donner envie de m'engager en tant que manager. Et puis, de l'engagement managérial, je suis retournée à l'école, en école de commerce. Et puis, d'école de commerce, je suis devenue directrice dans la clinique où j'ai grandi. Oui, mais ce parcours, on en avait discuté en préparant l'émission, il s'est pas fait facilement. Non. Ça a été vraiment à chaque fois une épreuve, des épreuves de vie pour vous et un énorme investissement personnel. Oui, en même temps, je crois que je travaille pour des personnes extraordinaires. En fait, il n'y a pas un moment où je me dis pas ça vaut pas le coup. Mais ça veut dire que pour arriver, il faut travailler, il faut donner de soi. Enfin, bon, après, je suis quelqu'un je suis une vraie bosseuse. Et je crois que tout ce que je fais doit être, je le fais avec beaucoup d'efforts. Je pense que je mets beaucoup d'efforts. En fait, vous vous questionnez aussi beaucoup, j'ai l'impression, sur tout ce que vous faites. Vous vous interrogez, vous challengez. Je reste pas sur un acquis. Voilà, c'est ça. C'est chaque moment, est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que ce que l'on fait est pertinent pour les patients? Est-ce que ce que l'on fait, collectivement, on est content de le faire? Ou est-ce que on est rentré dans une routine qui, malgré nous dépasse et nous fait pas nous mettre en adéquation avec les besoins de l'actualité, des besoins. On voit bien, on a des générations qui arrivent et qui viennent nous dire, mais nous, on n'a plus envie de faire autant de week-ends. C'était une réalité. Tu veux être soignant, tu sais que tu gagneras pas beaucoup d'argent et en plus, tu sais que tu travailleras un week-end sur 2. Tu sais que ta vie perso sera engagée par ton métier. Eh bien, aujourd'hui, c'est plus une volonté de vouloir le faire. Et en fait, quelque part, s'ils ont raison, il faut trouver un juste équilibre. Et ce juste équilibre, il était désaxé. Donc, je suis intéressée toujours par me dire, OK, aujourd'hui, nos organisations sont faites comme ça, elles doivent bouger, comment faire pour faire mieux? Donc là, du coup, vous êtes parti faire effectivement une nouvelle formation dans une école de commerce.
Ça vous a amené ensuite à arriver à Lyon et à... Ouais, le chemin était pas si simple que ça, encore une fois. Mais j'étais directrice dans cet établissement. Plein de choses j'étais plutôt directrice des problèmes. En fait, ma jeunesse m'amenait aussi à me sentir capable uniquement sûrement de régler que des problèmes, de me sentir utile grâce à ça. Et puis, encore une fois, je me suis posé des questions entre les erreurs, les problèmes, quelle était la place du management, comment nous accompagner les équipes. Et c'est là où j'ai rencontré aussi des équipes aux États-Unis, mais aussi de l'armée de l'air, qui m'ont fait prendre conscience que le travail en équipe était vraiment un domaine sur lequel il fallait qu'on investisse, se former au travail en équipe. Et donc, c'est là où j'ai rencontré un univers, l'univers des facteurs humains, l'univers de formation au travail en équipe. Et donc là, je me suis mis dans une nouvelle étape de vie professionnelle d'entrepreneuse, où avec un médecin anesthésiste, on a monté le premier centre de formation de travail en équipe pour les hôpitaux. Donc ça a été une expérience extraordinaire, de 3 ans à peu près, où on a créé des domaines pédagogiques, puis on a recruté pas mal de formateurs de divers univers, de l'armée de l'air, de la psychologie, d'ergonomes du travail, de la gestion des risques. Et puis on s'est déplacé dans les établissements qui nous ont accueillis. Et je remercie encore tous ceux qui nous ont fait confiance. Et c'était impressionnant à quel point il y avait une dichotomie entre la croyance, mais oui, on est une équipe, c'est normal, on est une équipe. Ah, oui. Et puis le ressenti des équipes, le ressenti des patients. Et donc c'est là où j'ai imaginé la caméra embarquée sur les patients. Et puis je me suis dit, si le patient nous montrait ce qu'il voyait. Et voilà. Donc de fil en aiguille, je me suis lancée d'abord dans le travail en équipe. Mais pour pouvoir former au travail en équipe, il faut avoir conscience qu'on n'est pas forcément tout le temps une équipe. Le fait d'être une équipe, on est une somme d'individus les uns à côté des autres, mais qu'est-ce qui fait de nous une équipe? Et ça, c'est ce qui m'anime le plus profondément. Comment faire équipe? Comment faire que ce soit coordonné, qu'on soit animé avec une vision commune? Et donc, cette caméra embarquée mettait souvent en exergue là où on pouvait s'améliorer. Et ce qui m'a amené d'ailleurs à travailler à Lyon, dans différents établissements à Lyon. Et puis, une fois arrivé à Lyon, le centre Léon Bérard cherchait une directrice des soins. Et un ensemble de circonstances faisait que j'avais besoin de reprendre un métier parce que 3 enfants, une entreprise, beaucoup de choses dans ma vie nécessitaient en tout cas, que je pose mes valises. Et Lyon était un endroit pour poser ses valises assez sympathique. Et je suis assez contente depuis 12 ans de vivre à Lyon et de respirer cet air qui est bien meilleur qu'à Paris, qui est une vie familiale et une vie professionnelle épanouie. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser, parce que 3 enfants, c'est pas rien dans un quotidien. D'autant que j'ai l'impression que finalement, vous avez sans cesse de nouvelles idées qui peut-être bousculent un certain nombre de codes. Ça veut dire qu'on vous a laissé faire, ça veut dire que c'est un combat de changer tout ça, d'organiser sa vie pro-perso. Comment vous avez fait, vous? Je parle beaucoup. C'est-à-dire? J'exprime beaucoup mes besoins. D'accord. Je pense que j'exprime d'abord à ma famille, à mes enfants, parce que pour y arriver, il faut que j'ai une équipe familiale avant tout. Ouais, bien sûr, c'est vrai. Une équipe, mes enfants font partie de mon équipe. Mon mari est un coéquipier très important, et donc se mettre d'accord sur le fait que je suis passionnée par ce que je fais. Et que la place, si je suis passionnée et heureuse, je serai une maman et une femme épanouie. Donc en fait, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'il faut leur expliquer. Ah oui, j'ai expliqué énormément. Je pense qu'ils connaissent depuis... après, mes enfants, ils savent que ma maison, c'est l'hôpital aussi. D'accord. Donc il y a la maison avec eux, puis la maison avec l'hôpital. Ils savent à quel point je suis émue, touchée, embarquée aussi bien par eux et leur épanouissement et leur apprentissage dans la vie en tant qu'enfant, mais je suis aussi touchée, émue par la place des soignants en France, la place des soignants à l'hôpital, comment ils vont, et leur souffrance ou leur joie. Et je suis autant émue par les deux. Donc cet équilibre, il est nécessaire dans ma vie. Donc ça, c'était une base, c'est l'expliquer à ma vie personnelle. Et puis, à ma vie professionnelle, j'ai été très claire. À chaque fois au Centre Léon Bérard, quand on a discuté de ma possibilité de travailler avec eux, j'ai été très claire sur le fait que j'étais un tout. Je pouvais pas être juste engagée pour organiser juste des soins. Je voulais travailler sur le parcours. Je voulais travailler sur le travail en équipe aussi au sein de la direction et travailler sur le parcours aussi bien des patients, comment ça allait s'organiser, mais
de la prévention du cancer jusqu'au diagnostic, à son traitement et à l'après-cancer. Comment on va s'engager et faire le lien et faire des ponts entre toutes les personnes qui peuvent nous aider, aussi bien les associations de patients que les organisations de prévention, les écoles, les lycées, les collèges, comment aussi promouvoir la bonne santé. Et puis, quand on est malade, être là pour aussi personnaliser le soin, mais aussi redonner aussi aux patients les clés de compréhension. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nécessitait d'avoir une certaine autonomie. Et donc, la direction dans laquelle je suis, je les remercie parce que je pense aussi que ça doit pas être toujours simple de m'avoir, parce que j'ai toujours des idées et des mille idées. On prend le package, Christelle. Et donc, je suis un tout. Voilà, c'est ça. Et je peux avoir des idées complètement loufoques qu'il ne faut pas prendre. Par exemple, je pense que ma direction se rappelle encore de mon idée de mettre des moutons dans les jardins pour nous aider à manger la pelouse, mais en même temps d'avoir des animaux pas loin des patients. Ah, ceci dit, ça se fait souvent, ça. C'est une très bonne idée. Hein. Ça s'est vu ailleurs. Ailleurs, bien sûr. Alors, je me suis dit, pourquoi pas à l'hôpital? Je pense que c'était un peu encore too much. Mais il y a des idées qu'on retiendra. C'est ça. Parfois, il ne faut pas avoir raison trop tôt. Non, voilà. Puis parfois, il faut accepter de ne pas avoir raison. Bien sûr. Voilà. Mais vous avez jamais eu, vous êtes jamais posé la question de vous dire je suis pas légitime ou pourquoi Si, c'est vrai, parce qu'on n'a pas l'impression qu'on... Oui, c'est vrai. Je parais assez sûre de moi. Je pense que ça, c'est la partie qu'il faut que je travaille parce que j'ai quand même beaucoup de doutes. J'ai beaucoup de doutes. Je remets beaucoup de choses en question tout le temps. Est-ce que je suis... Est-ce que ce que je dis est juste? Oui. Est-ce que c'est... Et je reconnais que je pense que j'ai une part de vérité. Voilà. J'ai ma vérité. Elle est... Et je dois accepter que c'est ce que je vois tous les jours. Et dans mes rencontres, mes multiples rencontres, ma vérité peut évoluer. Et c'est bien sûr, encore hier, j'avais des doutes. J'ai un projet, comment le faire, comment animer une communauté. Mais le cap est clair. D'accord. En fait, ma vision est claire. Je suis engagée pour la santé en France, aussi bien des Français, mais des soignants, de ceux qui soignent. Et c'est j'y donnerai ma vie, je pense. Oui, alors vraiment, je vous pose même pas la question des conseils que vous donneriez aux femmes qui nous écoutent, parce que toute l'émission a consisté à nous embarquer avec vous. Et moi-même, j'ai envie de travailler à l'hôpital. Vous voyez, il vaut mieux peut-être pas pour l'hôpital, mais... Là, en fait, on a besoin de tout le monde. Et c'est là vraiment la clé que je découvre en ce moment, c'est qu'il y a sûrement plein d'autres personnes qui ne sont pas des soignants, qui pourraient entrer dans le fait de la promotion de la santé. Je pense que des partenaires de la santé. Des partenaires de la santé. Je pense qu'on peut activer beaucoup plus de monde. Et le fait de se sentir, nous les soignants, peut-être les seuls, le médecin traitant, l'infirmier, les responsables de la santé, c'est trop pour nous. C'est beaucoup trop. Ouais, donc, trop lourd, plus on va partager notre conscience de la situation, qu'il faut qu'on redonne à chacun de préserver son patrimoine de santé, et chacun va jouer, en fait, quelque part, sa musique et dans la partition de la bonne santé pour tous. Alors, Christelle, dernière question. Si vous aviez une baguette magique, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes soient plus présentes dans le débat public? J'ai réfléchi plusieurs fois à cette question parce qu'à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qui nous rend capables d'agir? Et je pense que plus on va connecter les femmes les unes aux autres, plus les hommes vont donner la parole aux femmes, plus on va penser et se permettre de dire, c'est pas inné chez elles de prendre la parole, se rendre compte que c'est pas si simple, qu'il faut forcer le trait, qu'il faut forcément se dire, et si une femme pouvait parler à ce moment-là? Et si une femme pouvait donner son témoignage? Que ce soit les médias, que ce soit les directeurs, que ce soit les managers. Et à chaque fois se dire, et si... Je pense qu'il y a quelque chose de plus inné chez les hommes, quelque chose qui fait, je suis légitime pour prendre la parole, et donc je peux prendre le micro, et que c'est pas si simple. Par exemple, moi, quand je suis assise dans une conférence à côté d'un homme qui prend un micro eh bien, je sens bien que j'ai une tendance à lui laisser la parole. Donc, comment faire pour que ceux qui animent puissent être garants du temps de parole qui est donné, pour qu'on ne soit pas non plus dans quelque chose de timé, mais qu'on soit vigilant à toujours faire en sorte que... Est-ce que les femmes sont bien suffisantes en nombre dans cette table ronde? Est-ce que les femmes sont ont suffisamment pu s'exprimer? Donc, il y a quand même...
quelque part pas un quota, mais quelque chose qui doit être des indicateurs ou quelque chose des réflexes qui doit rentrer dans nos formations, même peut-être même à l'école, qu'on puisse se dire que les garçons comme les filles peuvent prendre la parole de manière égale. Je pense que c'est pas si simple que ça. Comment amener à se former des toutes petites, que les professeurs ou les professionnels de la petite enfance puissent investir la petite fille comme quelqu'un qui peut s'exprimer et donner la parole à ces petites filles. Très bien. Christelle, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps précieux pour venir nous parler ce matin à ce Café des Lionnes. C'était un plaisir. Je suis sûre que ça vous aura plu, j'ai aucun doute. Je vous donne en tous les cas rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lionnes. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Merci à vous. Merci Alexandre. Merci. Un plaisir. Au revoir.